Est-ce que Andor est toujours la meilleure série Star Wars sur Disney+ avec sa saison 2? Je vais même aller plus loin. Est-ce que Andor n'est pas ce qui est arrivé de mieux à Star Wars depuis le rachat de Lucasfilm par Disney? C'est ce qu'on va voir ensemble. Welcome to the rebellion. Bonjour à tous, c'est Antoine, et bon, vous le saviez, je le savais, c'était inévitable, je suis là pour vous parler de la saison 2 d'Andor, qui débarque avec ses 3 premiers épisodes sur Disney+ ce 23 avril. Avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai eu la chance de pouvoir voir la saison en entier à l'aune de cette critique qui va donc s'attarder sur la qualité globale de la série. Mais bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail des épisodes qui ne sont pas encore sortis. Je vais rester le plus vague possible, à part pour les 3 premiers épisodes, mais pour une bonne critique, il faut quand même que je me repose sur des arguments et des exemples. Donc si vous ne voulez vraiment rien savoir de la saison, cette vidéo n'est peut-être pas pour vous. Enfin, pas pour tout de suite, mais n'hésitez pas à revenir plus tard. Mais si vous voulez un avis rapide, je pense que cette saison 2 confirme le statut d'Andor, dont la première saison avait été globalement très appréciée, y compris chez nous. Mais avec cette deuxième et dernière saison, c'est important de le préciser, ça y est, on peut le dire, c'est tout bonnement la meilleure série Star Wars, et je vous dis ça alors que The Clone Wars me semblait très compliqué à détrôner dans mon petit cœur de geek. Et puis après tout, soyons fous, c'est aussi l'une des meilleures saisons de télé que j'ai vues ces derniers temps, qui corrige même les quelques petits problèmes que j'avais avec la saison 1. Mais alors comment expliquer une telle réussite? On va y répondre, mais avant ça, j'ai une autre petite question pour vous. Est-ce que vous aimez Life is Strange? Et bah ça tombe bien, puisqu'on est partenaire du nouveau jeu vidéo narratif de son éditeur, Dontnod, et développé par Dontnod Montréal. Ça s'appelle Lost Records, Bloom and Rage, et comme son nom l'indique, le jeu est divisé en 2 parties, rassemblés dans le même jeu, et la deuxième partie, Rage, vient de sortir ce 15 avril. Lost Records, c'est clairement l'hommage de Dontnod au roman de Stephen King, de Stand By Me à ça, et certains de ses héritiers comme Stranger Things. On y incarne Swan qui retourne à Velvet Cove, le trou paumé dans lequel elle a grandi. À la base, on s'attend juste à des retrouvailles émouvantes avec ses amis qu'elle n'a pas revus depuis 27 ans, mais il y a justement un lourd secret qui les relie et un mystérieux paquet qui leur impose de se souvenir de l'été 1995. On navigue donc entre le présent et des flashbacks, d'autant que Swan est une réalisatrice en herbe, ce qui nous amène à utiliser dans le jeu son caméscope pour capter des souvenirs bons comme mauvais. Il y a à travers ces images une forme de nostalgie pour les années 90, et Lost Records propose beaucoup d'autres choses dans sa narration, entre éléments surnaturels et dilemmes cornéliens qui ont fait le sel de Life is Strange. Vos choix influent beaucoup l'évolution du récit et surtout vos relations avec les amis de Swan, qui peuvent aller de la vague connaissance au premier amour adolescent. Moi, ma préférée, c'est Autumn, parce que je l'adore. Ces différents embranchements reflètent d'ailleurs d'une très belle manière ce qu'est l'adolescence, avec ses troubles, ses doutes et ses espoirs. Là où la première partie, Bloom, a quelque chose d'assez solaire, à présenter un été fantasmé où le groupe se découvre, la deuxième partie, Rage, est beaucoup plus rebelle, colérique et violente. Et elle boucle l'histoire avec panache et surtout pas mal de surprises. C'est très touchant, très bien raconté, et ça parle avec tendresse des regrets que l'on a tous connus étant ado. Le tout avec une BO synthpop qui va bien. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus, Lost Records est dispo dans sa version complète depuis le 15 avril sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour comprendre ce qui fait qu'Andor fait trop bien, une petite remise en contexte s'impose. Au cas où vous seriez perdu avec la quantité de trucs Star Wars qui débarquent, rappelons juste que c'est à la base une série préquelle au film Rogue One de Gareth Edwards, où l'on suit le personnage de Cassian Andor, rebelle dont on découvre les origines et l'implication face à l'Empire avant les événements du film où il volera les plans de l'Étoile Noire. Celui sur qui il faut s'attarder, c'est son créateur et showrunner, Tony Gilroy, qui s'est surtout fait connaître en tant que scénariste de la saga Jason Bourne et en tant que réalisateur du génial Michael Clayton. Donc un nom plutôt pertinent pour un récit tournant autour de l'espionnage et de la paranoïa à la sauce Star Wars. Mais le plus important, c'est que Tony Gilroy est celui qui aurait sauvé Rogue One, film dont on sait maintenant qu'il a eu une production très chaotique. Attention, ça reste le film de Gareth Edwards, mais Gilroy aurait été présent pour épauler les nombreuses phases de réécriture et de reshoot du film. Il en aurait même tourné certains. Tout ça se serait fait dans un esprit collaboratif selon la langue de bois habituelle de Disney, mais ce qui est sûr, c'est que Gilroy s'est beaucoup investi et a logiquement récupéré le personnage de Cassian pour développer les thèmes de Rogue One,
dans une série. Et ce qui a plu tout de suite avec Andor, c'est que la série a prolongé la réflexion initiale de George Lucas avec la prélogie, qui comparait le coup d'état de Palpatine à celui d'Hitler, c'est-à-dire une prise de pouvoir tolérée et même validée par une bonne partie de la classe politique et de la population. Ce que reflétait très bien le début de la série, c'est la passivité de Cassian face aux injustices de l'Empire, et son arc consistait dans la saison 1 à se trouver une vraie raison d'être aux côtés de Luthen Rael, le génial personnage incarné par Stellan Skarsgård. Et en même temps, Tony Gilroy en tirait quelque chose de vraiment neuf. D'un côté, la fragilité de la rébellion incite ses membres à une paranoïa totale et donc à sacrifier sans vergogne tous ceux qui pourraient la détruire de l'intérieur. De l'autre, les décors très modernes et immaculés de la série plongent dans les rouages de l'Empire et dans la facilité d'un embrigadement qui amène n'importe qui à commettre les pires actions. Là où les Stormtroopers ont toujours servi de métonymie à ce formatage et à cette déshumanisation, Gilroy préfère filmer des sous-gradés ou des chefs militaires, tous à visage découvert. Pour la faire simple, la saison 2 prend tous ces angles d'attaque et les pousse encore plus loin, surtout grâce à une très bonne idée. Et vous allez voir que c'est cool, ça va m'éviter de spoiler, puisque cette très bonne idée, c'est la structure de la saison. En 2022, quand la saison 1 d'Andor est sortie, on savait que le plan de base assez irréaliste de Lucasfilm était de faire 5 saisons. Je rappelle que c'est le moment où les studios se sentaient plus pissés en ce qui concerne le streaming avant d'être gentiment ramenés à la réalité. Bon, le truc c'est que personne n'en avait vraiment envie de ces 5 saisons, à commencer par l'acteur Diego Luna, qui aurait fait comprendre à Tony Gilroy que ce serait de la torture de tenir le rôle aussi longtemps. Ajoutez à ça les audiences assez décevantes de la saison 1 sur Disney+, malgré les critiques très positives, et Andor s'est donc retrouvé à se conclure avec sa saison 2. Et pour rappel, la saison 1 se déroulait 5 ans avant les événements de Rogue One. Et le plan était de faire en sorte que chaque saison se déroule sur l'espace d'une année jusqu'à raccorder avec le film. On peut donc supposer que Gilroy et ses scénaristes avaient déjà la base des arcs narratifs de leurs personnages puisqu'ils ont gardé cette idée. C'est juste qu'ils l'ont ramassée sur 12 épisodes. Et ces 12 épisodes, ils sont divisés en 4 groupes de 3 qui racontent chacun leur histoire avant qu'il y ait un saut dans le temps d'1 an. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à partir du 23 avril, vous pourrez voir chaque semaine 3 épisodes d'Andor, puisque Disney+ sort un arc entier à la fois. Pour moi, ça c'est génial, puisque l'un des gros défauts de Disney+, ça a toujours été la formule narrative très évidente et répétée de leurs séries Marvel et Star Wars, que j'avais détaillé dans une vidéo il y a déjà 1 an et demi. 1 an et demi. L'un des problèmes, c'était souvent le démarrage laborieux des séries, et la saison 1 d'Andor n'esquivait pas totalement le problème à mon humble avis. Là, au contraire, on entre direct dans le dur, puisque le premier épisode démarre sur le vol d'un prototype de TIE Fighter par Cassian, histoire de balancer du spectaculaire d'entrée de jeu. Ce choix de structure par trio d'épisodes, même s'il vient à la base d'une contrainte de Lucasfilm, apporte pour moi une créativité et une rigueur qui manquent souvent à toutes ces saisons qui se contentent d'être des films de 8 heures divisés n'importe comment. Là, il y a une vraie structure épisodique qui joue pleinement avec ses codes. Déjà, vous avez justement les ellipses, qui vous obligent à combler certains vides en ce qui concerne l'évolution des personnages, plutôt que de voir la série vous prendre la main à chaque étape. On sent le temps qui passe, l'étau qui se resserre sur la rébellion en pleine expansion et les abus toujours plus flagrants de l'Empire. Et à travers ça, on voit aussi que cette résistance ne représente pas qu'un seul combat, que le premier Star Wars avait à l'époque contenu dans la menace de l'étoile noire. Même si Andor s'y connecte inévitablement, il y a des champs de bataille partout, des gens à soutenir, des dangers à combattre de plein de manières différentes. Pour moi, le génie de la saison 2 d'Andor se trouve là. Gilroy place très intelligemment ses pions et reprend tous les personnages de la saison 1, chacun avec ses propres enjeux, ses combats, ses idéaux et ses désillusions, ce qui fait de l'ensemble cette toile d'araignée hyper complexe qui donne autant de nuances à la rébellion qu'à l'Empire. J'ai notamment beaucoup de tendresse pour le parcours de Mon Mothma, toujours très bien incarné par Genevieve O'Reilly. Dans la saison 1, elle devait protéger sa couverture en tant que figure de la rébellion en acceptant à contre-cœur le mariage plus ou moins forcé de sa fille avec un autre noble de sa planète. C'est sur ce mariage que débute cette saison 2, avec d'ailleurs un très beau plan séquence où elle navigue entre ses invités à grands coups de sourire forcé jusqu'à atteindre Luthen, reflet de la difficulté à tenir cette posture permanente du mensonge. Je vais pas vous spoiler les tenants et aboutissants de cet arc, mais disons juste qu'il propose esthétiquement l'une des propositions les plus bizarres mais géniales que j'ai vues dans un projet Star Wars depuis longtemps. C'est toute la fin de l'épisode 3, vous saurez de quoi je parle en le découvrant. Et plus généralement, ça reflète le sujet véritable d'Andor. Beaucoup de ces personnages ne sont que des silhouettes, voire des anonymes que l'histoire de la galaxie oubliera par rapport aux exploits de Luke Skywalker. Et pourtant, ils ont eux-mêmes
tout sacrifier face au désespoir de la situation. Mais la subtilité qui plane sur la série, c'est qu'ils ne le font pas pour eux. Ils savent eux-mêmes qu'ils ne connaîtront pas l'issue de ce combat contre le fascisme. Ils pourraient finalement fermer les yeux et profiter au mieux de leur vie, mais ils choisissent quand même de tout risquer pour les générations futures, quitte d'ailleurs à mettre en péril leur propre progéniture. C'est d'ailleurs pour ça que le suspense construit par la saison fonctionne aussi bien. Même quand on se doute du destin de certains personnages au vu de leur présence ou non dans Rogue One et la trilogie originale, Tony Gilroy s'est façonné de super épées de Damoclès et des passages hyper tendus, souvent mis en valeur par des montages alternés entre plusieurs intrigues. Au fond, ça me fait penser à une question qui a été beaucoup posée ces dernières années. Avec la fin de Game of Thrones, beaucoup se demandaient quel serait son héritier, en supposant surtout un héritier du côté de la fantasy adulte et bourré de personnages, ce que tout le monde a essayé de faire, de The Witcher à La Roue du Temps en passant par les Anneaux de Pouvoir. Mais peut-être qu'Andor est, à sa manière, la seule série qui a vraiment su retrouver le ton de Game of Thrones, dans la richesse de ses intrigues entremêlées, qui donne du corps et de la complexité à ces imbroglios politiques. Ce que je trouve magnifique, c'est qu'à l'instar de Game of Thrones, la géographie très riche de Star Wars est centrale dans Andor. Il y a beaucoup de plans qui suivent les personnages de dos, presque comme une caméra de jeu vidéo. Ça renforce leur crainte d'être surveillés ou repérés, mais ça donne aussi l'opportunité de profiter des décors qui les entourent, de ces architectures souvent symétriques de l'Empire qui essaient de tout cadenasser. Comment on trouve sa place dans une galaxie qui a déjà choisi pour vous? À quel moment il faut sortir des clous, que vous soyez déjà dans la Résistance ou coincé dans la hiérarchie de l'Empire? C'est notamment le cas de Dedra Meero et Cyril Karn, le couple improbable de la série, et j'ose le dire, peut-être les personnages les plus passionnants qui ont jamais été écrits du côté de l'Empire, hormis Dark Vador, bien évidemment. Tout ça fait que la série brasse hyper large, que ce soit dans ses manières très malines de se reconnecter à Rogue One, ou dans sa façon de développer, malgré ses 4 arcs différents, un noyau dur absolument fantastique autour d'une planète du nom de Gorman, que l'Empire compte bien annexer et piller de ses ressources. Là, Gilroy n'a pas peur d'aller dans le politique, et même de raccorder plus que jamais le monde de Star Wars à notre histoire et notre actualité. Tout est construit vers le bouillonnement inévitable de la Révolution, vers la guérilla, mais au fond, l'Empire n'attend que ça, l'impatience de l'insurrection, pour justifier ses propres actes de barbarie. Je ne vous dis pas quand, mais il y a un épisode absolument glaçant dans cette saison 2, qui remet vraiment les pendules à l'heure. Et dans le suivant, on n'a pas peur d'employer le terme de génocide, alors que le Sénat et les médias se laissent instrumentaliser par le discours de l'Empire, qui prône la légitime défense. Je me demande bien où ils sont allés chercher pareille inspiration. Dans Andor, on parle sans tortiller des fesses de post-vérité, de main-d'œuvre immigrée et clandestine essentielle à la survie de certains systèmes, et plus généralement de notre histoire qui se répète inlassablement, même dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est toujours bouleversant, et même le final de la série, qui doit raccorder à Rogue One, arrive à être surprenant et à confirmer la cohérence incroyable de la meilleure des séries Star Wars. Et il faut sans doute qu'on en profite, parce qu'à l'heure où l'administration Trump compte mettre au pas tous les studios de cinéma sur les sujets qu'ils choisissent de traiter, et surtout sur leur manière de les traiter, on ne doute pas que l'éternel opportunisme de Disney va s'y adapter. Là encore, on ne pourra pas dire que George Lucas ne nous avait pas prévenus. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Mais au moins dans ces vestiges d'une époque déjà révolue, Lucasfilm aura eu le temps de produire une très grande œuvre politique et l'une des meilleures séries des années 2020. Bravo le veau. Pour conclure, vous connaissez la chanson, mais à écran large, on est aussi les petits rebelles de la presse indé qui font tout pour survivre face aux GAFAM et aux grands groupes détenus par des milliardaires. Si nos analyses, notre ton et nos blagues au goût douteux vous plaisent, on vous invite à nous soutenir, déjà en likant et partageant cette vidéo, mais aussi en vous abonnant au site d'Écran Large. Ça coûte quelques euros par mois, il y a en contrepartie des articles exclusifs, et c'est très important pour qu'on continue de produire ces vidéos. Le lien est dans la description, et si vous voulez encore plus de Star Wars, et c'est normal parce qu'on aime tous Star Wars, je vous renvoie à ma vidéo sur la course de pod de la menace fantôme. Que la force soit avec vous et à la prochaine.